La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais reculé. Parle en français, parle en cas, c'est tes distances. Donne-moi la tête du reste, c'est quand on passe à table. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Aujourd'hui, preview du choc, l'un des combats de l'année en boxe entre Guillermo Rigondeaux et Gilles Lomachenko. Et pour l'occasion, Mathieu est de retour. Salut Mathieu. Salut. Ouais, et ça va être un super combat. J'ai vraiment hâte de le voir. Là, je projette même de faire quelque chose que je fais que très rarement, de très grandes occasions, c'est de rester éveillé pour le regarder en direct. Mon Dieu, oh mon Dieu. Truc que pourtant je fais rarement, mais bon. Voilà, enfin c'est vous dire, hein, c'est vous dire. Donc le combat sera pour la ceinture WBO des super featherweight. Donc pour vous situer un peu où sont les deux combattants, donc Vasyl Lomachenko, bilan de 9-1 chez les professionnels, dont 7 KO, double champion olympique, un bilan absolument monstrueux chez les amateurs qui est quand même de 396 victoires pour une seule défaite. De l'autre côté, Guillermo Rigondeaux, qui lui est également double champion olympique et qui a aussi un bilan monstrueux chez les amateurs, donc de 463 victoires pour 12 défaites, et qui lui est professionnel depuis 2009 pour 18 combats, 17 victoires et un no contest, donc lors de son dernier combat, parce que il a frappé un peu après la cloche, c'est ça si je ne me trompe pas. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Et Mazen Flores a cherché la petite victoire par disqualification qui s'est transformée en no contest. Voilà. En no contest. Et donc bref, deux mecs qui sont, même s'ils n'ont pas énormément de combats chez les professionnels, on peut tous les deux s'accorder à dire que c'est la crème de la crème actuelle du pound for pound. Ouais, carrément. Je pense que ouais. Après, bon, pound for pound, truc. Oui. Ouais, on va dire d'accord. Techniquement, c'est les meilleurs. Quoi. On va dire parce que pound for pound, ça veut pas vraiment dire grand chose, mais techniquement parlant, ouais, c'est ce qui se fait de mieux en boxe actuelle. Ça, c'est certain. Enfin. Et donc là, ils vont combattre justement pour la ceinture super featherweight WBO au théâtre de Madison Square Garden, donc c'est le petit MSG avec ses 5000 places, mais combat hyper intéressant dans le sens où on peut dire que Vasyl Lomachenko, c'est la nouvelle star, la star en devenir de la boxe avec tous ses highlights, vous les avez sûrement vus, face à un mec comme Rigondeaux qui est hyper talentueux, mais comme il est cubain, pas forcément charismatique de par son style, et puis ne serait-ce que physiquement, hein, on va pas se mentir, Ouais. ça fait qu'aujourd'hui c'est un gars qui a souvent été sous les radars, et là il a enfin l'occasion de briller, même s'il a 37 piges. Ouais, c'est un peu triste en fait. Je regardais la carrière du coup de Rigondeaux. C'est dingue de se dire que ce mec-là, il a gagné les Jeux Olympiques de 2000, Ouais. de 2004, Ouais. qu'il a 37 ans. Enfin, c'est assez ouf de se dire ça, qu'en fait le gars n'a que 18 combats en Ouais. professionnel Ouais. et qu'il est toujours passé, malgré le fait qu'il soit impeccable d'un point de vue pugilistique, que à part les mecs qui sont vraiment à fond dans la technique et les gens n'apprécient pas trop Rigondeaux et il mais a vraiment c'est du terrible. mal à décrocher des combats en fait. Les gens ne veulent pas parce que c'est pas qu'ils ont peur de lui, c'est pas le problème, c'est qu'en fait ils n'ont rien à gagner à combattre contre Rigondeaux. Donc j'étais très très surpris que déjà le combat se fasse. C'est un combat, franchement c'est un cadeau, hein. C'est Noël avant Noël pour nous parce que d'habitude c'est le genre de combat qui n'arrive jamais en boxe. Ouais. Genre un mec comme Lomachenko qui est une star, qui est charismatique, qui est beau, qui lui normalement va faire 50 combats, 50 victoires, une défaite et tout, et qui va amasser plein de bif et qui va être champion dans X catégorie, tu vois. Lui en fait tu lui fais une carrière toute tracée où il combat genre 40% de mecs à peu près bons et 60% de gimme fight, tu vois, et de temps en temps, tu lui fais combattre un champion, et puis voilà, c'est comme ça que tu gères ta carrière. C'est un match qui est super tricky, tu vois, au bout du 11e combat, je crois, de le faire combattre contre Rigondeaux, parce qu'il n'a rien à gagner virtuellement. Enfin, je veux dire, s'il gagne, ok, d'accord, c'est génial, mais s'il perd, c'est super grave, parce que Rigondeaux, les gens le connaissent pas, et si, on le connaît, mais je veux dire, c'est pas, il a plus à perdre qu'à gagner à faire ce combat, je trouve. Ce qui est un combat très risqué en plus, parce que Rigondeaux est très très dangereux. Ouais. Donc c'est assez étonnant que le combat se soit tenu, et Rigondeaux, c'est cool pour lui, c'est sa fenêtre de tir pour enfin être célèbre, je crois. Enfin, Ouais. Non, entièrement d'accord. Mais c'est pour ça, moi aussi, que j'apprécie un mec comme Lomachenko, qui, même si là, il a perdu pour son deuxième combat, mais c'est quand même un conquérant.
dans le sens où Ouais. il a vraiment pas peur d'aller au charbon. Tous les mecs, par exemple, justement, Rigondo, il y avait pas mal de critiques ces derniers temps comme quoi Lomachenko cherchait à éviter Rigondo. Bah non, 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 le mec a accepté le combat. Et là, il peut tout perdre parce que, comme tu le disais, c'est vrai que Rigondo, il a 37 piges, il est cubain, tout le monde s'en fout, on n'a rien à gagner à l'affronter. Mais Lomachenko, c'est toujours ce côté conquérant où là, effectivement, s'il perd, ce sera pour sa marque, pour son bilan, pour son héritage, ce sera compliqué. Mais s'il gagne, ça peut l'aider à passer finalement au next step avant éventuellement un combat contre Terence Crawford. Ah ouais, ce serait dingue ça. C'est un peu ce qui est prévu quoi. Enfin, je veux Mm. dire, dans les bacs quoi. Mais en fait, je pense que cette mentalité de Lomachenko, qui est d'ailleurs la même chez Rigondo, c'est une mentalité de champion amateur dans le sens Mm. boxe amateur. Quand tu regardes les deux personnes, en fait, c'est marrant, ils ont un style qui est complètement différent en boxe, mais c'est des gens qui sont très similaires dans leur parcours. Quand Ouais. tu regardes, c'est des gens, ils sont considérés comme les meilleurs boxeurs amateurs de notre époque et peut-être même de tous les temps, tu vois. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, tu vois, mais en tout cas, c'est des gens qui n'ont pas eu peur d'affronter grande variété d'adversaires, en fait. Ouais. C'est ça la grosse différence entre la boxe professionnelle et la boxe amateur. Dans la boxe amateur, tu peux combattre plusieurs adversaires dans la même journée. Bon, c'est que 3 rounds, mais enfin 3 ou 5 rounds, enfin ça dépend des trucs, tu vois. Mais en gros, faut t'adapter. Tu peux pas te préparer, tu vois, pour un combattant spécifiquement. Tu acceptes en fait le risque, tu vois, de combattre plein de gens différents avec des niveaux différents, des techniques différentes et tout. Mm. Donc je pense comme Lomachenko vient de ce circuit-là, où il a vraiment une carrière amateur très prolifique, Mhm. et ben il a encore cette mentalité de se dire bah non, je vais pas avoir une mentalité de pro, tu vois, de planifier 2 combats par an contre 2 mecs, je vais prendre des risques, je vais me mettre en danger, et c'est ce qu'il avait fait déjà dès son deuxième combat en combattant contre Orlando Salido, qui est quand même Ouais. c'est un sacré vétéran quoi. Là on parle d'un mec qui a été plusieurs fois champion dans plusieurs catégories, je dis pas de conneries, ouais, champion dans plusieurs catégories, qui a je sais pas plus d'une cinquantaine de combats. Ouais. Et qui était encore dangereux même s'il était sur la fin de sa carrière. C'est un mec qui avait une expérience de dingue, tu vois. Et prendre Orlando Salido en deuxième combat pro, même si tu as 100 ou 200 ou 300 combats amateurs avant, bah c'est super ballsy, tu vois, de faire ça. C'est très courageux. Et en fait, il voulait casser le record en fait qui avait été établi par un Thaï en fait. Je me souviens plus du nom. Enfin, vous m'excuserez, vous trouverez ça assez rapidement sur Wikipédia, qui était devenu champion du monde d'une des fédérations en 3 combats en fait. Ouais. Et en fait, Lomachenko, il voulait pareil il voulait casser ce record en 2 combats, être champion du monde. C'est pour ça qu'il avait pris le combat contre Orlando Salido. Donc c'est vrai qu'il a cette mentalité un peu genre ouais, je vais tester, je vais essayer de faire mieux et tout, tu vois. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'excitant dans la façon dont il gère sa carrière, Lomachenko, tu vois. Et il avait perdu donc par split decision après un combat qui était pas bon, où Salido il avait fait un peu du sale. Finalement ensuite Lomachenko avait remporté le titre mondial donc chez les featherweight qui était vacant contre Gary Russell Jr. qui est quand même pas le dernier venu, hein, puisqu'il a infligé la seule défaite en carrière à ce bon vieux Gary Russell qui aujourd'hui est quand même à 28 victoires pour une seule défaite, donc voilà. Et puis depuis, il a enchaîné les victoires. Maintenant, Mathieu, est-ce que ça va suffire face à ce cher Rigondo? Parce que voilà, quand imaginons qu'on parle là tout de suite à quelqu'un qui soit amateur de boxe dans le sens où il y a 2-3 potes qui lui en parlent et il voit tous les highlights, on se dit, il n'y a pas photo, c'est Lomachenko. Lomachenko va rouler sur Rigondo. Bah, c'est toujours le truc en fait. C'est marrant, je disais un commentaire récemment sur YouTube. Attention, mais je trouvais que le commentaire faisait vraiment sens et je peux pas me l'approprier par honnêteté intellectuelle. Il disait qu'en fait, on va peut-être voir de moins en moins de combattants comme Rigondo ou comme même Floyd Mayweather, comme tous ces boxeurs en fait qui privilégiaient une boxe vraiment défensive et contre-défensive, parce que c'est des styles qui sont pas forcément très agréable à regarder. Et comme on est dans une ère de médiatisation où il faut faire des stars, il faut faire des super highlights et tout, les boxeurs vont s'entraîner en fait, parce que c'est quand même une activité lucrative la boxe avant d'être un sport, tu vois. Enfin, c'est une carrière, tu vois. Donc le boxeur, il va être managé, on va lui dire au lieu d'avoir un style de défense qui est un peu chiant et les gens vont pas vouloir combattre contre toi, essaye de développer un style plus agressif en fait, pour les highlights, pour faire plus d'argent. Et c'est vrai qu'en fait, Lomachenko, je pense pas que c'était la mentalité qu'il avait derrière lui, parce que je pense que c'est un boxeur qui est très offensif de base, tu vois. Mais on va voir de plus en plus de boxeurs très offensifs. Et voir des mecs comme Rigondo, ça va être on va en voir de moins en moins, je pense. Donc il faut apprécier quand même. C'est plus difficile d'apprécier en fait les qualités d'un boxeur défensif
parce qu'effectivement il met moins de KO, il cherche moins l'accrochage, moins la bagarre et tout, et parfois même il va contourner un peu les règles. Quand tu prends par exemple Floyd Mayweather qui va utiliser le clinch et toutes ces choses-là, et donc du coup c'est moins agréable de prime abord, mais quand on connaît vraiment bien la boxe et quand on apprécie bien la boxe pour ce que c'est, tu vois, c'est-à-dire à savoir toucher sans être touché. Enfin moi personnellement j'ai beaucoup plus la gaule à regarder Guillermo Rigondeaux boxer que regarder Lomachenko, tu vois. Ouais. Mais c'est mon avis à moi, parce que justement, après, moi, je pratique la boxe et tout, et je me dis, c'est tellement compliqué de gérer un combat sur une douzaine de rounds, tu vois, sans prendre trop de coups, et tout en arrivant à installer sa distance, son rythme de combat, que, en fait, quand tu regardes un mec comme Rigondeaux, tu te dis, putain, c'est incroyable, le mec, c'est un alien, quoi, parce qu'il a 37 ans, et il arrive à installer une domination totale sur des adversaires qui font pas rigoler du tout, tu vois. Enfin, c'est des pros, tu vois, qui sont en face de lui, tu vois. C'est des mecs qui s'entraînent énormément et tout. Donc, c'est assez dingue. Même si ça ne se retranscrit pas forcément sur les highlights et si, en fait, quand tu regardes finalement les combats, bah, c'est vrai que Lomachenko est plus excitant parce que lui, il fout des KO. En plus, il tente, tu vois, il provoque, il a ce côté un peu sens du spectacle que n'a pas Rigondeaux. Rigondeaux, c'est un mec qui est no nonsense, quoi. Il veut gagner le combat pour l'efficacité, quoi. Ouais, voilà, coûte que coûte, tu vois. Il a pas de, en fait, c'est un peu sa malédiction, c'est qu'il a pas une approche spectacle en fait de la boxe, tu vois. Il a vraiment une approche, tu sais, à la cubaine, quoi, une approche sport, tu vois, enfin amateur, tu vois, amatrice, tu vois. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que quand tu regardes le début de sa carrière, Rigondeaux, très rapidement, il a affronté un mec qui était à l'époque qui était une star, tu vois, qui s'appelait Donner, Nonito Donner, je crois, c'est le nom du mec, qui était un gars qui foutait énormément de KO et tout. Ouais, c'est Nonito Donner. C'était pour le championnat du monde. Et en fait, il l'a affronté. C'était vraiment le combat, normalement, break-vo, tu vois, pour lui. C'était le combat qui allait vraiment le rendre célèbre. Et en fait, pendant tout le combat, bah, il a juste scoulé Nonito Donner. Il n'a pas pris de risque. Il l'a outpointé, c'est-à-dire il l'a gagné en mode olympique, quoi. C'est-à-dire, en fait, il l'a touché plus de fois que Nonito Donner l'a touché. Il l'a pas vraiment mis en risque. Il s'est pas mis en risque. Il a gagné le combat. Et après, en fait, ce combat, on lui a proposé de moins en moins de fights. Et je pense qu'en fait, les gens se sont dit, putain, le mec, non seulement il gagne en étant chiant, mais en plus il casse des stars parce que tu vois, après Nonito Donner, c'était difficile de le vendre comme le mec oufissime, super bon et tout, parce qu'il s'était fait ridiculiser sur 12 rounds, tu vois. Et c'est un peu le risque que prend Lomachenko, tu vois. Donc c'est très excitant. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, quoi. Enfin, et justement, là, quand on regarde aujourd'hui, c'est ce qui est marrant, c'est voilà, on dit c'est excitant, on peut. C'est ce que je trouve surprenant, c'est que tous les deux, on en avait parlé au préalable. C'est vrai que c'est compliqué quand même de voir un favori pour ce combat, mais pourtant, quand on regarde aussi bien du côté des bookmakers que des différents sites d'experts, à chaque fois, leur favori, c'est clairement Lomachenko. ouais. Bah après, c'est un peu les prophéties autoréalisatrices, tu vois. Ils essaient de le pousser à fond. Je pense que d'un point de vue purement économique, Oui, on a déjà parlé, bien sûr. ça vaut beaucoup mieux pour la boxe que ce soit Lomachenko qui gagne. Ouais. Parce qu'il est jeune, il a 29 ans, je crois, 30 ans maintenant. Ouais, 29. Et 29, ouais, donc il est beau. Ouais. Ça joue beaucoup, hein, et tout. Il appartient, tu sais, à cette génération de combattants, tu sais, un peu à la Josh Kelly et tout ça, qu'on peut facilement vendre à des gens qui sont pas fans de boxe, tu vois. Tout à fait. C'est-à-dire, tu montres Vassil Lomachenko à ta petite copine ou un truc comme ça, elle va dire, ah, il est mignon, tu vois. Et tout, ça a plus de, tu vois, que bon, Rigondeaux c'est quand même plus laid, tu vois, mais on va dire, même il a un style qui est plaisant, il a un côté un peu star, tu vois, déjà c'est déjà une star. Oui, puis ça parle, l'avantage, c'est que ça parle aux novices. Un mec comme Lomachenko, ça parle à n'importe quelle personne qui a pas forcément d'appétence pour la boxe. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis après, bah, tu sais, on est dans une culture du mème et tu sais, des petites vidéos très rapides. Quand tu le vois contre Mariaga, là, tu vois, qui se fout contre les cordes et qui dit, vas-y, Mariaga, frappe-moi, et que t'as Mariaga qui se défoule et qui le touche pas, c'est sûr que ça se vend très bien, tu vois. Donc, c'est vrai que Lomachenko, après, moi, je pense pas qu'on puisse dire à 100% que Lomachenko va gagner. Mais non, mais pour moi non plus. Il y a des choses qui jouent en sa faveur. Il combat plus souvent combat plus souvent et plus régulièrement que Guillermo Rigondeaux. Récemment, sur ses derniers combats, il a affronté une opposition qui était plus dure que Rigondeaux, je trouve. Parce que, surtout Walter et Sosa, c'est des mecs qui sont vraiment bons, quoi. Je pense que Rigondeaux, le dernier mec qu'il a battu comme ça, c'était
Ouais, bah, c'était Nonito Donaire et c'était déjà il y a 4 ans, quoi. Enfin, donc, parce que après, les autres qu'il a combattu, c'était un peu moins bon, tu vois. Enfin, Dickens, Flores et tous sont moins bons objectivement, que Walters, tu vois. Ou Mariaga, tu vois. Et donc, il y a plein de choses, tu vois, qui jouent en la faveur de Lomachenko. Après, je me dis, Guillermo Rigondeau, il a, ça va être compliqué parce que c'est très subjectif de dire ça, mais je pense qu'il a une boxe qui est plus efficace que Lomachenko. Oui, mais c'est ça. J'entrerai plus dans le détail technique après, mais je pense que Lomachenko, il y a beaucoup de choses qu'il fait contre des adversaires qu'il ne sera pas capable de faire contre Guillermo Rigondeaux, tu vois. Non, et puis il y a aussi, mais comme tu disais, le fait que effectivement tout le monde pousse Lomachenko, je pense qu'il y aura aussi, mine de rien, un peu de l'aspect mental et la pression sera clairement de son côté. Enfin, c'est un Rigondeaux qui, à mon avis, moi, sera relâché comme jamais, dans le sens où, à part le combat, il a rien à perdre, sachant il aura jamais touché autant d'argent qu'après ce combat, enfin que pour ce combat-là. Donc il va pouvoir être relâché entre guillemets quant à son legacy et tout ce genre toutes ces choses-là. Par contre, sur l'issue du combat, est-ce qu'on peut s'accorder à dire, moi je vois très mal quand même que ça se termine par KO. Pareil, à moins un accident, c'est genre un contre, tu vois, qui Ouais. passe en premier ou deuxième round, c'est quand les mecs sont encore en chauffe ou en phase, tu sais, non, mais là ils ont un niveau technique qui est trop élevé pour vraiment, tu vois. Je pense en fait les KO en boxe, franchement, pour voir des KO, faut vraiment qu'il y ait soit vraiment une différence de niveau, tu vois. Enfin, quand je te parle à ce niveau-là, tu vois, je te parle pas, tu vois, de tous les matchs qui mènent jusqu'au titre. Je te parle en défense de titre et tout. Faut vraiment qu'il y ait une différence de niveau, ou alors que le style de la personne pousse à ça. C'est-à-dire par exemple, il y a deux styles qui produisent énormément de finish. C'est le style de pression, tu vois, à la Gennady Golovkin, tu vois, et le style de contre-attaque, on va dire. Counter-puncher, tu vois. Mais en fait, quand tu prends Rigondeaux, c'est un counter-puncher, mais il sait aussi faire autre chose. Et quand tu prends Vassil Lomachenko, c'est une forme de pressure fighter, même il va pas vraiment couper le ring et tout, tu vois, mais c'est un boxeur, on va dire, très offensif, mais il est aussi très bon défensif. Donc je pense en fait, d'un point de vue purement stylistique et tout, ce sera pas enfin, si les gens s'attendent à avoir une guerre un peu, et qui va se terminer dans le sang, je pense qu'ils vont être déçus. Ça va être en fait une opposition très technique. Oui. Très technique qui Pour va aller moi, à la si décision. c'est KO, enfin KO, c'est à mon avis, ça peut être uniquement du côté de Lomachenko dans le sens où il aura vraiment fait suffoquer Rigondeaux et tu vois, il y a son corner qui lâchera l'affaire quoi. Donc TKO Voilà, plus ouais, que KO. c'est ça, TKO. Ouais, TKO plus que KO. Ouais, je vois bien ça. Ou alors une blessure. Oui, Tu vois, ouais, genre ouais. ça, c'est possible. Tu vois, Oh la sale soirée. Oh là, ce serait horrible. Tu imagines, premier round, la main pétée, genre, bon, on arrête, tu vois, genre. Mais c'était ce qui était arrivé à Rigondeaux, là, je sais plus si c'était contre Dickens, je crois, un truc comme ça. Et il lui avait pété la mâchoire, je crois, au deuxième round, au premier ou deuxième round. Et le match était excitant, mais ça s'était arrêté en plein milieu, et les gens se disaient, putain, c'est quoi ce délire et tout. Et donc ça peut arriver aussi, mais c'est vrai que KO, c'est flush, je vois pas ça. J'imagine assez difficilement, en fait, dans cette opposition-là. Ouais. Bref, donc maintenant, on va pouvoir y aller. Est-ce que, là c'est l'autre question, est-ce que finalement, qui pour moi va un peu, c'est la question à 100 millions de dollars, est-ce que le style de Rigondeaux va pouvoir nullifier Lomachenko? Ah bah, si je pouvais répondre à ça. Eh oui, ah bah alors là on serait milliardaire. Bah ouais, je veux dire, j'irais tout de suite parier tout ce que j'ai sur le combat. C'est très compliqué de dire parce qu'en fait, les deux ont un style qui est complètement. C'est des opposites, c'est des opposés total, tu vois. Genre, tu prends Rigondeaux, c'est vraiment probablement le meilleur des boxeurs défensifs de notre génération. Ouais. Enfin, après Floyd Mayweather, mais tu vois, c'est vraiment un des meilleurs boxeurs défensifs. Il mise beaucoup sur les distances. Il a ce style vraiment cubain de pas beaucoup miser sur les mouvements de tête. C'est plus à l'américaine, tu vois, genre bob and weave et tout. C'est en restant en fait à distance de frappe. Lui, il va vraiment entrer, sortir, se déplacer autour du ring, entrer, sortir, exploser, tu vois, hors des distances. Et il gère beaucoup les distances. C'est sa première ligne de défense. En plus, il est capable d'avoir de très bons mouvements de tête. Et d'être assez efficace en fait à courte distance. Il n'est pas nul, mauvais à courte distance, en défense j'entends. Donc il a cette capacité d'installer sa distance vraiment. Et c'est très rare de le voir en fait pas maîtriser sa distance. Je l'ai jamais vu vraiment enfermé dans les cordes ou ayant du mal à gérer en fait
l'écart qu'il maintient entre lui et son adversaire, tu vois. Et Vassil Lomachenko, c'est l'inverse, c'est un mec qui arrive très bien à casser la distance, justement, tu vois. Il est, tu sais, comme on dit, tu sais, en boxe, on dit, il a des angles spéciaux, c'est le pire argument que puisse te sortir quelqu'un, c'est quand la personne ne sait pas ce qu'il va dire sur la personne. Ouais, mais il a des angles spéciaux, c'est ce que disaient les gens à propos de Conor McGregor contre Floyd Mayweather, genre ouais, mais il a ses angles de MMA. Mais là, pour le coup, pour Vassil Lomachenko, c'est vrai qu'il a une manière, tu vois, de prendre certains angles quand il se positionne dans le ring, et ça se voit vraiment, même un débutant, même quelqu'un qui connaît pas la boxe, quand il voit Lomachenko, il se rend compte en fait qu'il arrive à gérer en fait sa position par rapport à l'adversaire, tu vois, vraiment. Il va sortir souvent. Ce qu'ils font, déjà, c'est deux gauchers, tu vois. Et enfin deux fausses pattes, tu vois. Et en fait, les deux sont très très bons contre des orthodoxes. Donc déjà, je pense que la plupart de leur arsenal va se nullifier du simple fait que tous les deux sont des fausses pattes. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils font tous les deux contre des orthodoxes qu'ils vont pas pouvoir faire en fait contre eux. Mais enfin, toujours est-il que Lomachenko, il a cette façon de casser la distance, de bien rentrer dans la distance et d'installer une boxe qui est très 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 agressive. Il fait énormément d'attaques au corps, il varie très très bien les niveaux. C'est très très agréable de le voir faire ça. Et surtout, il y a un truc qui fait que j'aime beaucoup, c'est qu'en pleine combinaison, il va changer son angle de frappe. Ouais. Il va pas rester en fait face à l'adversaire où il va donner 3 coups, changer son angle, mais légèrement, 3 coups, puis rechanger son angle, et il peut le faire, mais 4 ou 5 fois d'affilée dans la même action, tu vois. Et c'est super impressionnant à regarder en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, je peux pas te dire si Rigondeaux va réussir à maintenir la distance, parce que bon, c'est ce qu'il fait de mieux, mais Vassil Lomachenko, c'est aussi ce qu'il fait de mieux, c'est justement de casser cette distance. Donc c'est très excitant parce qu'ils ont tous les deux les meilleures armes les uns contre les autres, en fait, si je peux dire, quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est sur la durée, en fait. C'est plus ça, parce que je pense qu'au début du combat, à mon avis, ce sera équilibré dans le sens où, effectivement, c'est vraiment deux opposés complètement. Et je pense que là, il y aura vraiment match à proprement parler. C'est plus, en fait, le fait que Rigondeaux, il est 37 piges, que, comme tu dis, il soit sur un rythme beaucoup moins important au niveau du nombre du combat que Lomachenko. Et puis aussi, Lomachenko, on sait que le mec, niveau cardio, c'est un monstre, quoi. Tout ce ne serait-ce que tous les highlights qu'il y a, tous ces entraînements, le fait que le gars il puisse se retenir plusieurs minutes après avoir couru, enfin bref, le mec il peut tout faire au niveau de la vitesse, de la précision, c'est vraiment un gars qui laisse pas respirer son adversaire. Et moi j'ai peur qu'au fil des rounds, la défense de Rigondeaux, tu vois, se fêle petit à petit. Ouais, c'est une possibilité. Je regardais en fait, là je regardais les derniers combats des uns et des autres. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'aucun des deux n'est allé jusqu'aux 12 rounds quand même. Tu vois, donc, mais surtout Rigondeaux. Rigondeaux, je crois c'est sur ses derniers combats. Je crois que le dernier combat où il est presque allé jusqu'à 12 rounds, c'était contre comment il s'appelle, Amagaza, c'est le japonais qui était super grand et tout. Je crois que ça allait jusqu'au 11e round de mémoire. Mais c'était il y a 3-4 ans, quoi. Et en fait, depuis, ces derniers combats, ils ont duré contre Moses Flores 1 round, contre Dickens 2 rounds. Drean Francisco, c'est allé jusqu'à 10 rounds. Mais quand même, tu vois, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé jusqu'aux 12 rounds. Donc ton argument, il peut vraiment avoir du sens. Après, est-ce qu'en fait, toute la question, pourquoi est-ce que Lomachenko il arrive à étouffer ses adversaires, c'est parce que justement, il a cette faculté, en fait, de les bloquer en fait et de pouvoir installer sa boxe au corps. Et la boxe au corps, c'est ça te flingue un cardio, tu vois. Si tu arrives à travailler au corps un adversaire pendant 3-4 rounds, même si c'est une cardio machine et qui normalement il arrive à très bien tenir ses combats sur ses 12 rounds et tout, passer 4 ou 5 rounds à se faire frapper au corps, il va être épuisé. Ça va très bien marcher en fait. Et c'est une des stratégies de Lomachenko de faire ça. Mais Guillermo Rigondeaux, le truc, c'est qu'on le voit très rarement bloqué en fait. Enfermé, tu vois. Il arrive très très bien à gérer ses distances, il feinte énormément. Et alors c'est marrant parce que tous les deux, ils ont une façon de casser les règles de la boxe que je trouve très agréable. C'est pas du tout comme Conor McGregor par exemple qui fait des erreurs de boxe, mais il les fait parce qu'en fait c'est pas un boxeur professionnel, quoi. Enfin, il a pas une carrière de boxeur, quoi. C'est un bon boxeur amateur, mais il n'a pas une vraie carrière de boxeur, donc il fait des erreurs que normalement quand tu t'entraînes en boxe, tu les fais pas, tu vois. Mais Rigondeaux et Lomachenko, ils décident parfois de violer certaines règles de base en boxe, et c'est juste parce qu'ils sont tellement bons qu'ils peuvent se le permettre, et en fait, ça devient des armes. Par exemple, Rigondeaux, ce qu'il fait beaucoup, c'est qu'il croise les jambes énormément.
Ça, c'est un truc, enfin, croiser les jambes, pour ceux qui comprennent pas, c'est comme si tu marchais normalement. C'est-à-dire, tu vas passer ta jambe arrière, jambe avant, jambe avant, jambe arrière, enfin, comme si tu marchais, quoi. Enfin, et ça, normalement, tu le fais pas parce que dès que tu es sur une ligne, en fait, avec tes pieds, si tes pieds sont pas parallèles et que t'as pas une bonne stabilité, et ben, si tu prends un coup à ce moment-là, tu peux tomber assez facilement et du coup, ça compte pour un knockdown, tu vois. Donc, c'est une des premières choses qu'on t'apprend en boxe anglaise, c'est de pas croiser les jambes, en fait. Enfin, c'est une règle de base, mais en fait, Rigondo, ce qu'il fait énormément, surtout quand il est contre les cordes, c'est qu'il va, tu vois, il va croiser les jambes, il va marcher, il va reculer, il va marcher, et puis il va accélérer son tempo, en fait. Et en faisant ça, en fait, il switch de garde. Donc, il passe d'une garde de fausse patte à une garde de droitier, puis une garde de droitier, une garde de fausse patte. Et ça lui permet d'installer sa boxe et de sortir, en fait, très, très facilement de l'enfermement, en fait. Ouais. Et parallèlement, Lomachenko, ce qu'il fait, c'est. Alors, lui, il fait à peu près la même chose, mais il le fait en offensif, pas en défensif. C'est-à-dire, quand il boxe un mec, il va commencer en gaucher, il va faire un jab direct, crochet. Et au moment où il va faire son crochet, il va sortir, en fait, il va passer du coup, en droitier, enfin en orthodoxe, et il va pouvoir taper au corps comme ça, et installer sa boxe au corps de cette manière, parce qu'il se sera rapproché, en fait, étonnamment vite de son adversaire en changeant de garde, en fait. Donc c'est marrant, tous les deux, ils cassent une des règles fondamentales de la boxe, mais chacun selon leur style. C'est-à-dire, en gros, Guillermo Rigondeaux le fait pour sa défense et Lomachenko le fait pour installer son jeu offensif. Donc moi, je te dis, je suis super excité. J'ai vraiment envie de voir s'ils vont être capables de faire ça. Ma théorie, c'est je pense qu'ils vont avoir un arsenal très limité l'un contre l'autre, en fait. Ouais. C'est-à-dire, ça, ils peuvent le faire contre des adversaires qui n'ont pas l'habitude de boxer des gens comme eux, en fait. Mais comme tous les deux sont gauchers et tous les deux, ils ont à peu près la même stratégie, tu vois, de beaucoup changer de garde et tout, que ce soit pour l'offensif ou pour le défensif, je pense pas qu'ils vont être capables de le faire l'un contre l'autre. Donc en fait, on risque même de voir un combat assez chiant, en fait, d'un point de vue spectacle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, ne marcheront pas, en fait. Et ouais, donc du coup, faut s'exciter pour l'impact du combat, pas vraiment pour ce qu'on va voir vraiment samedi, tu vois. Enfin. Oui, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chances pour que ce ne soit pas le combat du siècle, mais c'est vrai que l'impact du combat quand même est assez énorme. Maintenant, mon cher Mathieu, le fameux pronostic en toute objectivité, et pourquoi? En toute objectivité, moi je pense que Rigondeaux va gagner par décision. Décision unanime, split Je pense un split parce qu'il y a un juge qui va chier dans la colle comme d'habitude. Enfin, mais je pense que sans trop me planter, le truc c'est que le style de Lomachenko joue plus dans l'avantage du style de Rigondeaux. Rigondeaux, toute sa carrière, il a dû affronter des mecs qui ont essayé de lui courir après, en fait. C'est toute sa carrière, que ce soit en amateur ou en professionnel, c'est que ça, tu vois. Donc il est surarmé, surblindé. En plus, le fait d'avoir, je sais pas, 500 combats amateurs, ça lui a fait combattre X adversaires différents avec X styles différents et des mecs qu'on ne voit pas passer en pro. Dans la boxe amateur, il y a énormément de mecs style ouzbek, kazakh, des gens comme ça, tu vois, qui passent jamais en pro, mais qui sont excellents, tu vois, qui sont super bons, tu vois, et qui ont des styles très 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 particuliers, tu vois. Et donc je me dis, Rigondeaux, il a affronté probablement des centaines de gens qui l'ont couru après, en fait. Donc même si Lomachenko est un très bon ring cutter et un très bon boxeur offensif, je pense pas que ce sera suffisant, en fait, pour saper Rigondeaux et pour lui casser, pour parvenir à le bloquer contre les cordes, à l'enfermer et tout. Je pense que Rigondeaux, il va gérer sa distance, il va outpointer Lomachenko, mais je pense assez sérieusement, en fait. Ah ouais. Je pense assez sérieusement, ouais. Je pense parce que quand tu regardes les matchs de Lomachenko, il prend quand même pas mal de coups, tu vois. Il est bon défensif, c'est-à-dire il est jamais en risque. Je crois pas qu'il ait été mis knockdown ou un truc comme ça. Enfin, peut-être qu'il lui est arrivé, mais je crois pas de mémoire. Donc en fait, il prend pas trop de risques sérieux, mais il prend quand même beaucoup de coups. Et je pense qu'en fait, juste d'un point de vue de points, tu vois, je pense que Rigondeaux, il va gagner beaucoup de rounds, tu vois, et que ça va être difficile pour Lomachenko de revenir. Le combat sera compétitif, mais ouais, je pense que c'est ça. Je pense que Rigondeaux va outboxer Lomachenko pendant les 12 rounds, quoi. C'est mon pronostic. Wow. Je pense que Lomachenko est encore trop. Il y a beaucoup de hype derrière lui. Il est très très bon. Hein. Pour ceux qui ont écouté ce que je viens de dire, j'ai énormément de respect pour le gars. Il y a beaucoup de choses qu'il fait. J'ai pas pu tout aborder. Par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait beaucoup de hand trap. C'est-à-dire, il va piéger les mains de l'adversaire. C'est un truc que les gens font pas trop en boxe.
mais que je trouve excellent. C'est-à-dire, il va faire un jab, un cross, et au lieu de revenir avec son bras arrière, il va en fait attraper le gant de l'adversaire, le baisser, il va pouvoir installer son crochet. Et il le fait mais avec une fluidité qui est impressionnante. Tu vois. Donc il apporte plein de nouvelles choses à la boxe, mais je pense qu'en fait, ce dont il a vraiment le plus besoin contre Rigondeaux, c'est d'un footwork excellent, et je pense qu'en fait, il n'a pas encore le niveau, pas encore aujourd'hui le niveau pour casser la distance contre Rigondeaux. Même s'il est excellent pour le faire, je pense pas qu'il y arrivera. Tu vois. Enfin, mais c'est juste mon avis. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense en fait, après notre discussion et après avoir un peu réfléchi sur ce fait, je pense que Lomachenko va gagner, soit par décision unanime, soit par TKO au 10e round. Parce que en y regardant d'un peu plus près, je pense vraiment, tu vois, que le cardio et tu vois, tout le travail que tu fais dans le sens où tu vas, tu sais, t'es obligé de garder tes sens en alerte tout un combat, surtout face à un mec comme Lomachenko, où on disait qu'il fait peu de mouvements, tu vois, avec ses angles, ses frappes qui sont peu orthodoxes. Je pense que sur la durée, parce que comme on l'a dit, à part le key punch ou un espèce de truc comme ça, il est très peu probable que le combat se termine tôt. Je pense qu'à la longue, ça va fatiguer Rigondeaux qui, mine de rien, c'est vrai, quand on regarde ses derniers combats, c'est à 37 piges, c'est ça qui est un peu chaud. Il y a eu 11 rounds, il a fait le 31 décembre 2014, 10 rounds le 21 novembre 2015, ensuite c'était 2 rounds en 2016, et là un seul round en 2017. Et à son âge, je pense que ça va, mine de rien, ça va pas mal peser, et même si, à mon avis, ce que toi tu dis se produira, je pense, dans les premiers rounds, je pense qu'il y aura vraiment un gros retour de Lomachenko sur la fin du combat, et qu'à mon avis, Rigondeaux, il sera pas prêt à ça, physiquement. C'est prévisible. Aussi, Rigondeaux, c'est un mec qui s'est déjà fait mettre knockdown, tu vois. Ouais. C'est pas, même si moi je dis qu'il a une des meilleures défenses, il fait certaines erreurs, en fait, Rigondeaux, parfois, quand il est trop confiant. Ouais. Par exemple, contre Amagaza, le japonais, il y a un truc qu'il faisait assez régulièrement, c'est qu'en fait, il était tellement rapide dans ses déplacements et dans sa manière de désaxer, que parfois il arrivait, en fait, à se retrouver dans le dos d'Amagaza, alors qu'Amagaza n'avait même pas eu le temps de se retourner. Tu vois. C'est assez ouf à voir en termes de vitesse pure, tu vois. Mais en fait, du coup, quand il faisait ça, comme il savait qu'il était en sécurité, bah, il baissait ses mains, en fait. Et il commençait à travailler au corps. Et en fait, Amagaza, il lui a laissé faire ça une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, il s'est retourné, il l'a chopé, tu vois. Et il l'a clippé, mais sévèrement, tu vois. Et c'est vrai que c'est possible. Moi, je vois surtout aussi peut-être d'un knockdown en sortie de clinch ou un truc comme ça, c'est genre où il se sent trop en sécurité, tu vois. Enfin, et c'est vrai que bon, après en termes de reach, Vassil Lomachenko est plus grand que Guillermo Rigondeaux, mais Guillermo Rigondeaux a une meilleure allonge que Vassil Lomachenko, donc personne n'aura véritablement d'avantage en fait à ce niveau-là. Après, c'est vrai que Lomachenko, justement, il est très très bon dans cette distance-là en fait. Tu vois, c'est genre des gens qui ressortent de la distance après un accrochage. C'est là où il est excellent. Quand tu regardes la plupart de ses KO, c'est à ce moment-là, tu vois. C'est quand il a travaillé le mec au corps à courte distance et que le mec essaye de se barrer, en fait, il le poursuit, il le capte à ce niveau-là, tu vois. Et donc, c'est possible que ça arrive vers la fin du combat. Pas au début, parce que je pense qu'il est trop affûté, Rigondeaux, pour se faire choper à ce moment-là. Mais quand il sera un peu confortable, quand il sera un peu complaisant, tu vois. Il a ce côté-là, un peu Rigondeaux, tu sais, de se dire, bon, bah, je domine. Je fais pas plus d'efforts et tout, et tu vois, de baisser un peu son niveau, tu vois. Et c'est possible surtout que comme ça fait longtemps comme tu dis, qu'il a pas eu de longs combats, bah, qu'il fatigue et qu'il va chercher à s'économiser plus qu'autre chose en fait sur ces derniers rounds. Mais bon, après, moi j'ai une théorie sur la boxe et même sur les sports de combat en général. Attention, qu'on n'est pas obligé de suivre. Je la dédicace à Rust parce qu'on a beaucoup parlé de ça en fait entre nous. Je pense que à niveau égal, celui qui a le style orthodoxe et fondamental bat toujours celui qui a le style flashy. À niveau égal, à athlétisme égal et tout. Ceux qui ont des styles flashy, qui font pas comme dans les règles, tu vois, qui font beaucoup de trucs que normalement on n'autorise pas, qu'on dit ouais c'est pas bien. Ce que fait beaucoup Lomachenko, il y a beaucoup de choses qu'il fait. Objectivement, c'est des trucs qu'il faudrait pas faire en fait. Si t'es débutant, si t'es quelqu'un de normal que tu pourrais pas faire en fait. Et il le fait parce qu'en fait il a une très bonne réactivité, c'est un athlète. Il a aussi beaucoup d'expérience et tout, donc il a déjà un avantage certain par rapport à ses adversaires, en dépit de son style en fait. Mais le truc, c'est qu'il tombe sur Rigondeaux, tu vois, et Rigondeaux, c'est un mec qui a plus d'expérience que lui, que ce soit en amateur ou en pro, qui a une plus longue carrière, qui est, je pense, qui a plus de succès en fait à son actif.
Donc il y a au moins autant de qualité en fait, que ce soit au niveau de l'expérience ou même de l'athlétisme, même s'il a 37 ans, il reste quand même très athlétique, que du coup que Lomachenko. Et il a un style qui est pour le coup beaucoup plus, on va dire, fondamental. Oui. Même si parfois il casse un peu les règles, comme j'ai dit, tu vois, il a un style qui est très fondamental. Tu vois, il a les mains hautes, il se déplace super bien, tu vois, il déconne pas trop avec les règles de la boxe. Parfois, il le fait un petit peu, tu vois, comme je te dis, pour éviter l'enfermement et tout. Mais c'est quelqu'un, si tu veux apprendre vraiment à boxer de manière pure, regarde Rigondo, tu vois. Et ça, c'est un truc où tu peux vraiment apprendre à boxer de la manière la plus pure. Donc c'est ma théorie et je reste cohérent par rapport à ma théorie. Je pense qu'à niveau égal des personnes, celui qui a le style fondamental bat toujours celui qui a le style flashy, tu vois. Oui. Donc c'est pour ça que je donne Rigondo. Tu vois. Mais après, Et suis assez t'oublies d'accord, quelque chose, t'oublies la fameuse théorie, la théorie des States et la théorie de Guillaume, c'est qu'à niveau égal, la plus grande star gagne toujours. Ouais, c'est vrai. Non, mais parce que, mine de rien, faut pas oublier ça. Et c'est pour ça que, en soi, ton prono, c'est ce qui est horrible. C'est hormis vraiment une domination, mais quand on dit domination, c'est branlée intégrale, c'est impossible que les arbitres donnent la victoire à Rigondo. Ouais, c'est vrai. Oh, honnêtement, enfin, c'est Ah, même ouais, pas. ouais. Là, je pense que c'est pas du tout blasphématoire que de dire ça. C'est même en regardant le dernier, par exemple, Golovkin contre Alvarez, où c'était quand même deux grosses stars. Golovkin, il s'est un petit peu fait voler, quoi. Ouais. Mais- Bah surtout, ouais, non, t'as raison. Ouais. Sachant que là, Rigondo, c'est pas Golovkin. C'est ça aussi, c'est quand on se C'est dit ça, que ouais, c'est c'est ça, ouais. ce genre de choses, ça c'est possible pour un Golovkin Alvarez, un Rigondo Lomachenko qui est au théâtre du Madison Square Garden et diffusé gratuitement sur ESPN. I back it up. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Donc bref, voilà, mais en tout cas, ce sera à suivre Ouais. samedi soir, donc 9 décembre, en direct sur SFR Sport, où ce sera vers 5h du matin en France, entre 3 et 5h du matin en France. Et la semaine prochaine, mon cher Mathieu, nous reviendrons, car t'es pas au courant, mais on va revenir pour le choc de l'année, le 3e combat professionnel de Tony Oka. Oh putain, et j'ai vu son adversaire, mec, c'est une blague, quoi. Enfin, là, pour le coup, là, je vais juste faire mon petit rant. C'est entre Guillaume et Rust. J'ai toujours été le seul qui défendait Yoka, tu vois. Où je disais, ouais, mais c'est normal, il faut qu'il construise sa carrière petit à petit et tout. J'étais toujours le seul à le défendre. Mais là, j'ai vu le mec, là, Ali Baghouz, là, c'est une catastrophe, ce gars-là, quoi. Enfin, il est quand même, honnêtement, c'est un niveau au-dessus de ce qu'il y avait avant. Oh, Avant, c'était quand même... Parmi ses adversaires à Ali Baghouz, t'as un mec qui avait quand même 53 défaites, 0 victoire. Oui. Si tu regardes le truc, genre. Oui, mais l'autre, là, le dernier, il était quand même agent immobilier et je sais plus trop quoi. Enfin, en gros, il avait un taf à côté, il s'entraînait le soir en boxe et celui d'avant, il était champion de West Virginia, mais il avait un énorme ventre à binge, quoi. Ouais, non, mais je sais pas. Je suis trop surpris par ce combat. Mais Ali Baghouz, mec, ça fait genre depuis 2015 qu'il a pas combattu, là. Ouais. Et le seul combat qu'il a fait là en 2017, il a pris une toise, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, je me dis, putain, je comprends que tu builds un fighter et que tu fasses combattre des journeyman et tout, mais la logique veut quand même que tu montes d'étape en étape, tu vois. Et là, le truc, c'est que moi, je pense que Jonathan Rice est un meilleur boxeur qu'Ali Baghouz, tu vois. Ouais. Vraiment, tu vois, genre. Ouais, et en plus, le mec fait 1m85 et tout, enfin, il est petit, Ah oui, il est pas sportif et tout, non, c'est un carnage. Non, mais ça doit être un carnage. Mais c'est aussi le problème, je pense, de Tony Oka aujourd'hui. Je pense que, à mon avis, au niveau du. Tu sais, techniquement, il a des qualités. Mais par exemple, tu vois, le dernier combat contre Jonathan Rice, honnêtement, il y a quelques moments, c'était un peu tendu. Hein. Ouais, bah, c'est le problème de Yoka, en fait. Je pense que le truc, c'est que. Et de la il a un France, style- je pense aussi de la France en général, parce qu'un mec comme ça, là, tout le monde est en train de parler de lui comme si c'était le futur champion du monde, en mode à quand Tony Oka contre Anthony Et Joshua. ça- S'il était américain, on le laisserait tranquille faire ses combats, et puis on en reparle dans 2 Non, piges. c'est Tu vois. clair. Mais c'est pas que la France. Hein. Je vais pas. Enfin, c'est Canal Plus, quoi. Tu vois. Oui, oui. Ils veulent vendre des tickets et tout. Ils le Ouais. foutent en main event de leurs événements et tout, alors que le gars n'a rien derrière lui. C'est pas de la faute de Tony Yoka, pour le coup. Faut pas trop lui en vouloir. Non, pour non, ça. non. Ah non, non. C'est juste que c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un poids lourd
qui a un peu de gueule, on va dire, enfin, enfin, qui est des merdes, quoi, qui a peut-être des chances, tu vois, je dis pas d'être champion, mais de tirer son épingle du jeu, tu vois. Ouais. Et c'est normal qu'on le vende, mais là, le truc, c'est qu'on en fait trop. Ouais, on en fait trop, et c'est trop tôt, en fait. C'est trop tôt. Ça va devenir de plus en plus compliqué, tu vois, de le vendre, tu vois, surtout si tu lui fais combattre des mecs comme Ali Baghouz, avec tout le respect, parce que bon, j'ai rien contre Ali Baghouz, c'est juste que Ali Baghouz, c'est un journeyman, tu vois, c'est un mec qui n'a jamais eu, je Ouais, pense, comme. puis qu'il était présentateur sur Canal Plus et tout, quoi. Non, je rigole. Non, mais c'est un mec qui a jamais eu comme but ultime d'être champion du monde, tu vois. Oui, mais tout à fait. Mais tu vois, il a jamais été vendu en Belgique comme le mec qui allait être champion du Non. monde et battre Anthony Joshua. Non. Tony Yoka, ça fait depuis, depuis qu'il a gagné sa médaille olympique, que tout le monde est en train de dire c'est l'avenir de la boxe. Enfin, tout le monde, non. Juste ceux qui essayent de le vendre, parce que quand tu regardes les commentaires sur YouTube et tout ça, il n'a pas vraiment le soutien des masses, hein, Tony Yoka, pour être tout à fait honnête. Mais bon, je sais pas. Moi, j'avais espoir en fait qu'il parte aux États-Unis. En fait, faut pas qu'il reste en France. Ouais. Hein. C'est vraiment, je pense, que c'est un milieu qui est délétère pour lui, tu vois. Ouais. Ils vont l'étouffer, ils vont lui, ça va être mauvais pour lui. Faut qu'il parte aux États-Unis, qu'il fasse sa carrière aux États-Unis, qu'il combatte des Américains, qu'il soit un peu personne, tu vois. Ça lui fera du bien, tu vois, genre d'être dans un milieu où les gens le connaissent pas. On dira, ah d'accord, c'est le Frenchie qui a gagné une médaille d'or olympique, mais sans plus, tu vois. Ouais, Parce que c'est pas bon pour son mental, tu vois, de rester dans un endroit où il y a que des suceurs, tu vois, qui vont lui dire, ouais, super, tu vas battre Anthony Joshua et tout, tu vois. Genre, je pense que, enfin, si j'avais un conseil à lui donner à ce mec-là, c'est vas-y. Parce que sinon, il apporte des choses sur la table qui sont très intéressantes. Mais tout à fait. Techniquement, je pense que c'est un des meilleurs boxeurs poids lourds actuels. Même aujourd'hui, tu vois, en termes de ce qu'il apporte en termes de footwork et tout ça. Il a vraiment des grosses qualités, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut. Mais c'est l'entourage et le fait qu'autour de lui, aussi bien Canal+, que l'ensemble de l'écosystème qu'il y a autour de lui en ce moment, c'est trop pour un gars qui a si peu d'expérience, quoi. Faut le laisser un peu. Et puis en plus, ça ne le sert pas parce que je pense qu'il n'a pas la bonne personnalité. Il n'a pas une personnalité qui accroche avec le public. Ouais. Il a une mentalité un peu, je vais pas dire de bad boy, mais de golden boy. C'est genre en gros de mec, ouais, c'est moi le meilleur et tout. C'est pas plutôt américaine finalement de ce côté-là. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire ça colle pas avec le public français. Moi, je vois plein de Français qui disent ouais, il est trop arrogant et tout, mais mec, c'est un combattant. Ouais. Forcément, il est arrogant. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il se disait ouais, je suis une merde, je peux pas battre Joshua, bah il irait nulle part ce gars-là, tu vois. Il a besoin de se dire tous les jours ouais je vais l'éclater, tu vois, c'est normal, tu vois, c'est du conditionnement mental. Sauf que le problème du coup de Yoka, c'est qu'il le dit un peu trop fort, tu vois. Et donc en gros aux États-Unis ça passerait, tu vois, en France pas trop, tu vois. Et voilà, enfin du coup bon, on en parlera plus en détail quand on parlera de ça la semaine prochaine, mais ouais. J'ai été vachement déçu de ce putain de combat.